Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Nous venons d'écouter un extrait du discours du maréchal Pétain du 30 octobre 1940. À quelle rencontre le maréchal fait-il référence ? Pourquoi parle-t-il d'espérance et d'inquiétude ? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui dans votre émission Grande date de nos régions. Comme vous avez pu le constater, Éric Labaille n'est pas là aujourd'hui et c'est donc moi qui vais le remplacer. En revanche, nous avons toujours Cédric Delaunay avec nous, professeur agrégé d'histoire. Bonjour Cédric Delaunay. Bonjour. Et deuxième moment exceptionnel aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir deux stagiaires de troisième, Keiko et Joachim, qui vont participer à cette émission avec une petite chronique. Bonjour Keiko. Bonjour. Et bonjour Joachim. Bonjour. Cédric Delaunay. Rentrons dans le vif du sujet. À quelle rencontre le maréchal fait-il référence, même si on en a une petite idée ? Donc nous sommes à Montoire-sur-le-Loir, un petit village anonyme du Loir-et-Cher, qui a priori n'avait rien pour rentrer dans l'histoire. Sauf que ce village va faire son entrée par la grande porte dans l'histoire de la France le 24 octobre. Nous sommes en 1940. 24 octobre 1940, effectivement. Nous sommes à cette date qui conclut une année fort riche en événements pour la France, puisque bien sûr la Seconde Guerre mondiale avait été déclarée en septembre 1939 et après une longue période de non-combat ou de combat totalement périphérique qu'on a appelé la drôle de guerre, a succédé une offensive éclair de la part des Allemands qui a conduit à une victoire extrêmement rapide et qui a conduit à l'armistice qui a été demandé le 17 juin par celui qui n'était encore que le président du Conseil, le maréchal Pétain, et qui va ensuite organiser un coup d'État plus ou moins légalisé en juillet pour fonder l'État de Vichy. Et c'est à ce moment-là que s'inscrit notre moment de Montoire. Donc Montoire-sur-le-Loir, 22 octobre 1940, rencontre entre le maréchal Pétain, donc le nouvel homme fort de ce qui reste de l'État français, et le chancelier du Reich, de l'Allemagne d'Asie, Adolf Hitler. On est à ce moment-là. C'est le 24 octobre. C'est le 24 octobre, autant pour moi. Très bien, donc on est le 24 octobre entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler, le chancelier du Reich. Donc le 24 octobre, mais on verra que la date du 22 octobre est aussi scellé une rencontre au plus haut niveau, bien moins connue que celle du 24 octobre. Donc le 24 octobre, il est 15h. Le petit village de Montoire, qui avait connu depuis une semaine des préparatifs bien inhabituels, est complètement bouclé par la Wehrmacht qui se déploie dans les rues. Des agents de la SNCF et de la Reichsbahn inspectent depuis plus d'une semaine les rails et les quais, notamment autour de la gare. Et donc, est-ce qu'on sait à ce moment-là qu'il se prépare quelque chose ? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer ou ça donne juste des faisceaux d'indices, comme on dit en ce moment, pour voilà quelque chose d'exceptionnel qui va se passer à Montoire-sur-le-Loir, dans le Loir-et-Cher ? Alors, ce qui semble complètement inopportun, c'est qu'on est loin, on n'est pas dans une grande ville, rien ne laisse penser aux habitants qu'il va se dérouler effectivement un événement du premier ordre. Cependant, on voit des policiers et des soldats allemands qui se déploient et qui patrouillent dans les rues, et notamment qui perquisitionnent les maisons qui se situent le plus près de la gare, même si la gare est un petit peu à l'écart du bourg en lui-même. Et là, on commence à avoir peur. Parce que les Allemands, on les voit depuis le mois de juillet, hein, l'occupation est une réalité. Donc l'occupation est déjà en place à ce moment-là. L'occupation est déjà en place parce qu'une petite commandanture a été mise en place, mais la présence allemande restait extrêmement ténue jusque-là. Et là, on voit se déployer le gros arsenal. Et
ça peut paraître surprenant, cette gare de Montoir-sur-le-Loir, qu'elle soit le centre d'une activité totalement exceptionnelle, puisque la petite gare de Montoir-sur-le-Loir enregistre quotidiennement le passage de 12 trains de voyageurs, de 4 convois de fret, qui empruntent en fait une ligne qui joint Pont-de-Bray à Blois. La gare est à l'écart du grand flux, parce que le grand flux, c'est la voie qui lie Paris à Hendaye, mais qui passe un peu plus loin. Donc là, on est sur une voie secondaire et une gare totalement secondaire. Et donc, rien ne justifie a priori une effervescence telle. Et les habitants ne se doutent pas de ce qui va se produire quelques jours après. On s'inquiète, on s'interroge, mais on n'a pas d'informations. Voilà, on s'inquiète en fait depuis l'occupation allemande. Pour l'instant, il n'y a pas eu les déchaînements de violence qu'on connaîtra à la fin de la guerre, mais bien sûr, ces Allemands, on s'en méfie. Ce sont les nouveaux maîtres du pays. Ils ont infligé à l'armée française une défaite cinglante. Oui, on le rappelle, balayé en 3 semaines, entre mai et juin 40. Voilà, entre mai et juin 40, effectivement, le front s'est totalement écroulé. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas faire signe odieux, hein. On baisse la tête, on s'accommode de cette présence-là. Il y a encore peu de gens qui signifient l'adhésion aux valeurs nazies, etc. C'est une toute petite minorité. La résistance n'en est qu'à ses tout débuts. Ce qui prédomine chez la population, c'est une forme d'indifférence et surtout de très grandes préoccupations. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1,5 million de Français qui sont prisonniers en Allemagne, et parmi eux, de nombreux pères, maris, frères des habitants de Montoir-sur-le-Loir, qui, comme tous les villages de France, a enregistré la perte de dizaines, voire de centaines d'hommes. Donc on est un petit peu dans l'attentisme. Et pourtant, quelques jours plus tard, donc, va se produire une date qui fera date, excusez-moi, pour l'histoire de France, donc la rencontre entre Adolf Hitler et le maréchal Pétain. Première question, Cédric Delaunay, pourquoi cette rencontre a-t-elle eu lieu? Alors, le 24 octobre à 15h, le village est donc entièrement bouclé. Il y a des Stukas qui survolent la ville. Enfin, le village, hein, il y a 2800 habitants. Et à 15h29, un train blindé venant de la direction du sud s'immobilise dans la gare. Alors, c'est un train blindé particulièrement spectaculaire, sauf que ça, c'est nous qui le disons. Donc, les habitants de Montoir-sur-le-Loir ont été assignés à résidence. Ils doivent fermer leurs fenêtres, fermer leurs volets, et ils ne voient rien en fait de la scène Qui va se dérouler à ce moment-là. qui va se dérouler à ce moment-là. Alors, donc à 15h29, le train arrive, s'immobilise. Chacun a reçu ordre de se calfeutrer, fenêtres et volets fermés. Il se prépare quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, c'est sûrement le pire. Donc, chacun, effectivement, a décidé de rester chez lui. Consigné, Ah oui, voilà, là, renfermé. les consignes sont très très claires. On ne peut pas sortir de chez soi. À 18h, une voiture franchit les barrages. Les vitres fumées ne permettent pas de voir qui en sont les occupants. La voiture est précédée et suivie d'une escorte impressionnante. Elle traverse lentement le bourg, puis s'immobilise devant l'entrée de la gare. Mais ils ont bien une petite idée quand même de ce qui se trame. Ah, bah, c'est toujours l'idée, c'est que nous, on sait a posteriori ce qui s'est passé. Oui, c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile. Le maréchal Pétain donc, sort de la voiture. Il est encadré d'une haie d'honneur de soldats allemands. Il s'engouffre dans le hall de la gare, traverse l'une des voies de chemin de fer. C'est à ce moment-là qu'Hitler descend du train et qu'a lieu cette poignée de main immortalisée par un photographe allemand de la propagande allemande, qui prend cette photo en gros plan, où l'on voit le petit caporal, hein, comme on l'appelait. comme on l'appelait, hein, de façon Face au grand maréchal. face au grand maréchal de France. Qui avait encore son aura de vainqueur de Verdun et tout le reste. Voilà, justement, on va voir que cette différence de grade est très importante pour la propagande de l'un et de l'autre, et comment chacun va essayer justement d'utiliser cette différence de grade pour montrer son importance, et comment il peut influencer le sort de la guerre et le sort des Français lors de cette occupation. Et si je me souviens un petit peu de mes cours d'histoire de troisième, je me souviens, il y avait un professeur d'histoire qui disait: lors de cette rencontre et lors de la poignée de main, on avait l'impression sur la photo que c'était le chancelier allemand, Adolf Hitler, le vainqueur qui gagnait à cette époque-là absolument tout, qui paraissait impressionné face à ce vieux monsieur qui était le maréchal Pétain. Est-ce vrai, ou est-ce que mon professeur d'histoire a un petit peu édulcoré la réalité, ou c'est moi mes souvenirs me font défaut? C'est une question d'appréciation. La réalité, c'est que la France a été vaincue.
Et donc, le petit caporal, c'est lui qui est en position de force. Il est en position de force en termes diplomatiques et en termes de négociation. Et la propagande que va développer Vichy, c'est justement de dire, regardez, grâce au prestige du maréchal, on peut serrer la main du vainqueur et discuter d'égal et à égal. Rien de moins sûr. Ça, c'est la propagande. C'est la propagande. On y reviendra tout à l'heure. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Donc nous sommes à Montoire-sur-le-Loir, dans le Loir-et-Cher. Nous avons le maréchal Pétain, nouvel homme fort du régime de Vichy et de la France de l'époque, et Adolf Hitler, le chancelier du Reich, qui à l'époque est en train de gagner toutes les batailles sur tous les fronts, qui se retrouve dans ce petit village, dans cette petite ville. Pourquoi cette rencontre a-t-elle eu lieu? C'était pour découper la France un petit peu entre eux, c'était pour sceller une alliance politique, c'était pour, je sais pas, quel était l'objet de la rencontre entre les deux hommes? L'armistice a permis de mettre en place un certain nombre de clauses territoriales, mais un certain nombre de points restent en débat. Et je nuancerai ce que tu dis sur la question d'une Allemagne qui vole de victoire en victoire. Justement, s'il se rend en Espagne, parce qu'en fait, il ne se rend pas à Montoire-sur-le-Loir. Montoire-sur-le-Loir n'est qu'une étape. C'est qu'en fait, Hitler a un énorme problème. Il a un énorme problème, c'est qu'il est en train de perdre la bataille d'Angleterre. Il le sait déjà, dès l'automne 1940, il sait qu'il est en train de perdre la bataille d'Angleterre. La bataille d'Angleterre semblait une formalité une fois la France vaincue. L'armée anglaise, d'un point de vue des forces terrestres, est très faible. Sa seule force réelle, c'est la marine, qui empêche un débarquement en Angleterre de la part de la Kriegsmarine. Mais l'idée d'Hitler, c'est de soumettre l'Angleterre à un bombardement intensif, notamment de tout ce qui est aérodrome, de tout ce qui est base militaire, mais aussi de viser les zones industrielles pour réduire la capacité de résistance industrielle du pays. Donc dans un premier temps, au mois de juillet-août, les succès sont notoires, sauf que les Anglais vont mettre en place deux processus qui retournent le conflit. Le premier, c'est la mise en place de radars extrêmement efficaces qui permet de détecter les vagues d'attaque aériennes et ainsi d'avoir une DCA qui est beaucoup plus efficace. Le deuxième élément, c'est la mise en service des Spitfire, les premiers avions à réaction qui sont capables de rivaliser avec les Messerschmitt. Et donc là, la bataille d'Angleterre se rééquilibre. Alors, Churchill tente un coup de bluff. Le coup de bluff, c'est qu'il envoie une vague de bombardement sur Berlin, qui était sans lendemain, puisque les capacités de rayonnement aérien de l'armée anglaise étaient extrêmement faibles à l'époque. Mais ça plonge Hitler dans une fureur en noir, qui alors fait une erreur stratégique, c'est-à-dire qu'il abandonne ce qui était à l'évidence la bonne stratégie, c'est-à-dire détruire le potentiel industriel et militaire de la Grande-Bretagne, et il se met à bombarder les villes. Il se met à bombarder les villes, c'est le fameux Blitz, notamment sur Londres. Pour terroriser la population, affaiblir le peuple anglais. Voilà, il veut terroriser en fait la population britannique, et il est convaincu que les démocraties sont des régimes faibles. C'est-à-dire qu'il espère un retournement de l'opinion publique anglaise qui ne serait incapable de résister à un effort de guerre terrible et qu'il se retournerait contre le gouvernement. Alors il y a toute une intoxication aussi des services secrets anglais qui font croire aux services secrets allemands qu'il y aurait un parti de la paix prêt à renverser Churchill, notamment autour de Lord Halifax, qui, jusqu'en 1938, avait été plutôt conciliant vis-à-vis des Allemands, qui tentait la politique de l'apaisement, comme une bonne partie du paysage politique anglais. On a ce tournant, véritablement, de la bataille d'Angleterre qui tourne au fiasco. Et donc, Hitler s'en rend compte et il sait qu'il va perdre cette bataille. Hitler sait que, dans l'état des choses, il n'arrivera pas à vaincre l'Angleterre
sur une bataille aéronavale. Et qu'est-ce qu'a à voir Montoire-sur-le-Loir avec la bataille d'Angleterre? Alors effectivement, ça peut paraître loin, mais en fait, c'est un élément collatéral. Hitler décide de se rendre à Hendaye et de rencontrer Franco. Alors Franco, là, on se dit, oh là, on est encore plus loin. Et donc, il fait une première fois le trajet. Il descend, on est le 22 octobre, hein, il descend en Espagne et il se donne pour objectif de rallier Franco, notamment afin de prendre le contrôle de Gibraltar. L'objectif étant de bloquer la flotte anglaise en Méditerranée et de pouvoir ensuite attaquer les bases anglaises au Moyen-Orient, notamment en Égypte. Donc il y a cette grande idée de cerner la Méditerranée, couper les relations entre l'Angleterre et ses colonies, notamment les Indes. Et donc pour ça, il a besoin de la marine et des forces espagnoles, notamment d'un point de vue géographique pour bloquer Gibraltar. C'est un échec. C'est un échec total d'un point de vue diplomatique. Franco refuse. Franco refuse. Il en tirera un très très mauvais souvenir. Hein. Il dira qu'il aurait préféré se faire arracher 4 dents que d'avoir fait ce voyage chez Franco où il s'est senti totalement humilié par cette espèce de petit général d'opérette qui est arrivé au pouvoir grâce à lui, hein, en large partie. Tout à fait. Et donc c'est un échec diplomatique. Et donc sur la route du retour, il décide de rencontrer Pétain. C'est-à-dire que avant sa rencontre avec Franco, Adolf Hitler n'avait pas prévu de rencontrer le maréchal. Peut-être que c'était imaginé, mais c'était pas aussi précis. Voilà, là on conclut cette rencontre. Il faut absolument que la France rentre dans une forme d'apaisement, qu'il n'y a plus de forces militaires armées ou de bataille sur le sol français pour que l'Allemagne nazie puisse concentrer ses forces et ses attaques sur d'autres champs de bataille. Alors, il cherche en fait une alliance militaire avec Pétain. Ce qu'il veut, c'est une alliance militaire de 2 ordres. Le premier élément, c'est qu'il reste de l'armée française. Le point fort de l'armée française, c'est la flotte qui est basée à Toulon. Et donc, il souhaiterait que la flotte française se mette au service d'une alliance militaire germano-italienne pour lutter contre la marine anglaise en Méditerranée. Le deuxième élément, c'est s'assurer... Excusez-moi, petite question bête. Puisque l'Allemagne a gagné, puisque l'Allemagne occupe une partie du pays et a la main mise sur la France, pourquoi ne le fait-il pas de lui-même, de son propre chef? Pourquoi a-t-il besoin de l'autorisation du maréchal Pétain? Alors, c'est que la France, en fait, est coupée en 2. Toulon est dans la partie libre. Et Toulon est dans la partie libre. Mais c'est un pays vaincu. C'est un pays vaincu. Et alors justement, ce qu'il veut, c'est faire prévaloir sa domination de facto pour obtenir cela. Et son idée aussi, c'est d'avoir le soutien de l'armée française qui se situe dans les colonies de Méditerranée orientale, en Syrie et au Liban, mais également en Afrique du Nord. Il faudrait que cette armée-là soutienne un éventuel effort de guerre qui se porterait sur l'Égypte. Donc indirectement soutiennent le régime de Vichy et le maréchal. Voilà. Et là, Pétain va adopter un positionnement qui, tout compte fait, ne va pas satisfaire Hitler. Donc le pauvre, entre guillemets, sur son retour d'Espagne, c'est 2 échecs diplomatiques. Ce sont 2 échecs diplomatiques majeurs, puisque l'idée de Pétain, c'est d'entrer, et il le dit dans un discours, donc déclaration du maréchal Pétain. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai suivi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos 2 pays. J'en ai accepté le principe. Cette politique est la mienne, les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père, je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi, gardez votre confiance en la France éternelle. Donc le principe d'une collaboration, y compris militaire, est envisagé. Mais les modalités précises n'ont pas été définies à Montoire. Montoire, ça dure 2 heures. Donc c'est rapide. C'est rapide. Alors c'est rapide et à la fois c'est long. Ils sont là pour se jauger un petit peu. Voilà, c'est 2 bêtes politiques en train de se jauger. Et là, très clairement, 2 heures, ça peut paraître long, sauf que Hitler ne parle pas un mot de français.
Pétain ne parle pas un mot d'allemand, donc il faut traduire dans les deux sens. Donc c'est un quart d'heure traduit 2 fois. Voilà, Enfin, et c'est un 3/4 d'heure traduit 2 fois. voilà, et en plus, le maréchal Pétain était un peu dur de la feuille, et il faut souvent répéter 2 fois les choses. Alors on a les mémoires du traducteur, et les mémoires du traducteur sont assez cocasses, effectivement. On imagine tout ça un peu très cérémonieux et compagnie, et on a en fait 2 personnes qui se comprennent pas, qui parlent pas la même langue, et qui, tout compte fait, ont des objectifs tellement différents que pour l'instant on jette les bases d'un futur accord. Alors très clairement, c'est un véritable tournant quand même. C'est un véritable tournant politique. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Donc, Montoire-sur-le-Loir, commune du Loir-et-Cher, qui a vu la rencontre le 24 octobre 1942 du maréchal Pétain et du chancelier du Reich, Adolf Hitler. Donc, on vient d'en exposer les raisons. C'est des raisons politiques. Pour résumer très brièvement, donc Hitler venait chercher un appui, une collaboration, notamment militaire, pour cerner les Anglais, en gros, au niveau de la Méditerranée. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Donc ça c'est très clair. Et ensuite, pourquoi le choix de Montoire-sur-le-Loir? Alors Montoire-sur-le-Loir, tout compte fait, se trouve sur le trajet entre Hendaye et Paris, et via Paris, Berlin. Paris et Berlin. Mais d'autre part, il y a des préoccupations beaucoup plus stratégiques. Tout simplement, Hitler est terrorisé par l'idée d'avoir une attaque aérienne, de subir une attaque aérienne. Anglaise. Et donc, alors que c'est totalement fantaisiste, hein, parce que la domination aérienne des Allemands, voilà, interdit toute possibilité de bombardement, même s'ils avaient des renseignements. Déjà, cela suppose d'avoir des renseignements précis, mais on est dans le côté un peu paranoïaque du dictateur. Sur ce côté paranoïaque, je crois que c'est l'intervention de Keiko et Joachim, nos stagiaires de 3e tout à l'heure. On y reviendra. Je vous laisse continuer. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est la localisation. Dans la localisation de Montoire-sur-le-Loir, ce qui est intéressant et qui donne le choix de cette gare, c'est tout simplement la proximité d'un tunnel. Alors ce tunnel, c'est le tunnel de Saint-Rimet, qui se situe à 3 km de Montoire-sur-le-Loir. Alors le tunnel de Saint-Rimet fait 509 mètres de long, et c'est niché au cœur d'un coteau qui est surplombé par plusieurs dizaines de mètres de roches. Et donc le tunnel présente pour les trains un refuge tout à fait invulnérable pour l'époque. Donc l'idée, c'est en cas d'attaque, le train d'Hitler et Hitler et toute sa suite seront cachés dans ce tunnel. Voilà, seront cachés dans ce tunnel. Donc il y avait en fait un repérage des points stratégiques qui pouvaient servir de lieu de repli en cas d'attaque aérienne. Donc Montoire-sur-le-Loir a été choisi parce que c'était sur le trajet du retour d'Hendaye avec la visite avec Franco, et grâce à ce tunnel qui permettait d'abriter, qui servait de refuge en cas d'éventuelle attaque de la part de l'aviation anglaise. Oui, puis on est dans une petite gare, assez facile à sécuriser. On n'est pas dans une grande ville. Moins de risques d'actes terroristes peut-être. Voilà, moins d'actes terroristes, effectivement. Alors même si la résistance à cette époque-là n'est encore... Oui, on met des guillemets à terroristes, évidemment. Groupusculaire. Mais là, effectivement, on est dans un tout petit village et on joue sur l'effet de surprise. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que Montoire-sur-le-Loir soit le lieu d'une rencontre aussi importante. Et donc, toujours autour de cette thématique de la sécurité, Keiko, je crois que tu avais une petite intervention à faire. La parole est à toi. Merci. Hitler, après avoir vu le train de Mussolini, en voulait un plus grand et plus puissant. Un train a donc été conçu spécialement pour lui. Chaque pièce imaginée au détail près par Hitler lui-même. Cette forteresse fut nommée l'America en hommage à la conquête européenne des Amériques. Il était rempli de blindages et équipé de nombreuses armes et de tous les moyens de communication de l'époque. Ce train permettait de se déplacer en toute sécurité et avec un grand confort, mais également de montrer sa puissance. Merci Keiko. Cédric Delaunay, professeur
avec l'élève. Est-ce que Très c'est bien. une belle petite chronique? Et c'est une belle chronique. Donc, Hitler, effectivement, alors dans ce jeu de celui qui est la plus grosse avec Mussolini, hein, on a vu ça par exemple à travers le film de Charlie Chaplin, Tout à fait. où l'on voit effectivement cette concurrence entre les deux dictateurs. Nous, avec le recul, on a l'impression que le personnage le plus puissant des deux, c'est bien sûr Hitler avec le recul. Sauf que Hitler souffrait euh, d'un complexe d'infériorité face à Mussolini. Mussolini était un intellectuel, le fascisme est une vraie idéologie, alors que le nazisme n'est qu'un espèce de... Enfin, je veux dire, quand on lit Mein Kampf, c'est un ramassis de stéréotypes, de propos venus des ultra-droites allemandes du 19e siècle, sans qu'il y ait réellement quelque chose de novateur. Et il avait un vrai complexe d'infériorité intellectuelle aussi en termes de formation. Mussolini est un instituteur. Donc il voulait un plus gros train. Il voulait un plus gros train. Et c'est vrai, donc vrai blindé, ultra sécurisé, très armé. Le train d'Hitler était vraiment une forteresse sur rail. Ouais, c'est une forteresse sur rail. Donc le train d'Hitler est conçu pour résister à des attaques aériennes et à des attaques terrestres de grande ampleur. Il a une véritable phobie de la sécurité. Alors, il a résisté à de nombreux attentats. Hitler a été ciblé par un grand nombre d'attentats, notamment à partir du moment où les affaires de la guerre vont se retourner à partir de 1942-43, y compris de militaires. Et il est complètement omnibulé par la question de la sécurité. Et donc, ce train blindé fait partie de son arsenal pour se protéger d'un éventuel coup d'État. Ça fait partie de ces dictateurs, on a l'impression qu'ils sont tout puissants. Et en fait, c'est faux. Ils vivent sans arrêt dans la crainte d'un retournement de la population, car ils savent que l'ordre qu'ils ont établi repose uniquement sur la violence et la terreur. Et la terreur. Et ils en ont clairement conscience. Et ils n'ont aucunement confiance dans leur peuple, et encore moins dans les autres. Et encore moins dans leur entourage proche. Alors, je crois que sur ce sujet de la sécurité et de la peur de leur propre peuple et des autres peuples, je crois que Joachim, donc notre autre stagiaire de 3e, a une petite chronique à faire également sur la sécurité vraiment qui omnibule le chancelier allemand. Moi, je me suis attardé sur quelqu'un en particulier dans la rencontre entre Hitler et Pétain. C'est le maire de la ville de Montoire, Monsieur Louis Renard. Monsieur Louis Renard sera capturé puis retenu en otage dans sa maison par les forces allemandes. De plus, il est déclaré responsable de tout incident éventuel. 2 officiers allemands le surveillent en permanence. Ils passeront 2 jours chez lui. Pour passer le temps, on raconte que ces soldats jouaient du piano dans la maison de Monsieur Louis Renard. Monsieur Renard sera désigné comme le goûteur provisoire du Führer. Pour sa sécurité et sa paranoïa, c'était plutôt rassurant pour le Führer. Il devra goûter des kilos de beurre, de saucisses, de camembert et de pain. Il devra aussi goûter 4 litres de lait. Monsieur Renard étant dans le négoce viticole depuis 1867, beaucoup trouvent drôle qu'un marchand de vin boive du lait. Le maire se prend au jeu et décide de déclarer avec humour qu'à présent il pouvait se considérer comme frère de lait avec Hitler. Les résistants vont finir par entendre la phrase et ils vont, disons, moyennement apprécier la blague. Le 11 août 1944, Renard survivra uniquement grâce aux gendarmes présents sur les lieux à l'époque d'une descente de la résistance. Pourtant, pour les résistants, tout était la logique même. Au vu de ces paroles, le maire était forcément un collaborateur qu'il fallait abattre plus vite. Merci beaucoup Joachim. Donc Cédric Delaunay, on vient d'entendre la petite anecdote de Joachim sur monsieur Louis Renard, le maire de Montoire-sur-le-Loir qui a été d'une part capturé, pris en otage et qui a servi de goûteur pour le Führer afin qu'il ne soit pas empoisonné. C'est tout à fait vrai, tout à fait exact. Oui, c'est tout à fait exact, Et donc, il a fait une mauvaise blague, frère de lait, ce qui lui a valu quelques problèmes a priori par la suite. Il y a eu un moment, alors souvent qu'on a présenté comme une épuration extrajudiciaire extrêmement violente, mais il faut imaginer le contexte. Lorsqu'on est dans l'été 44, c'est le moment où la répression allemande est la plus violente, où les collaborateurs français, notamment de la milice, commettent le plus d'actes
délictueux vis-à-vis de la population et s'en prennent avec vigueur aux forces de résistance. Et pour contrer cela, la résistance va multiplier des actions dénoncées comme terroristes par l'occupant qui visent à éliminer les collaborateurs. Donc on a des assassinats ciblés. On a également la volonté d'intimider tous les tenants de l'ordre de Vichy, et notamment les maires. Hein. Les maires n'étaient pas élus, ils avaient été nommés par Vichy, donc soupçonnés a priori de sympathie pour le régime, si ce n'est de collaboration effective, du moins de sympathie, et donc impressionnés, voire malmenés des maires, pas des élus, hein, Des représentants. des représentants de l'ordre de Vichy. C'est une façon aussi de marquer son territoire et de montrer que désormais, le nouvel ordre, c'était celui de la résistance. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Cédric Delaunay, on parlait tout à l'heure de la fameuse photo entre Hitler et Pétain, cette fameuse poignée de main. Comment cette photographie a été utilisée par la propagande du régime nazi d'un côté et la propagande du régime de Vichy de l'autre? Alors, pour l'Allemagne, c'est un moyen d'obtenir une image forte montrant la soumission, tout compte fait, du vieux maréchal qui avait un prestige en France, mais qui était aussi connu en Allemagne. Et dire que désormais, eh bien, on l'obligeait à venir à un lieu de rendez-vous et à lui proposer une association dans laquelle, effectivement, il n'était pas d'égal à égal. Il y avait quand même d'un côté un vaincu, de l'autre un vainqueur. Et le vaincu a plus besoin du vainqueur que l'inverse. Et de l'autre côté, le maréchal Pétain se sert de ce moment-là, il se sert de cette image pour montrer que, grâce à son prestige personnel, il peut, quelques mois après une défaite cinglante, parler, et c'est la façon dont il présente, d'égal à égal. Avec le maître du monde de l'époque. Avec le maître du monde de l'époque. Donc on voit déjà qu'on n'est pas sur une... voilà, il y a une interprétation différente selon le côté dans lequel, duquel on se trouve. Voilà. Et à l'évidence, Pétain n'obtient rien du tout, même pas des promesses. Dans son discours, à plusieurs reprises, il parle effectivement d'une collaboration envisagée, dont le contenu est pour l'instant nul, et dont les conséquences positives éventuelles pour la France restent vraiment allusives. Il parle d'éventuellement d'un retour des prisonniers, d'un allègement des impôts et des taxes qui sont imposées par le traité d'armistice. On parle d'assouplissement de la ligne de démarcation. Mais tout ça, c'est du vent. Il n'y a rien. Et de l'autre côté, Hitler n'a rien obtenu, réellement. Cédric Delaunay, pour revenir à Montoire-sur-le-Loir et à la fameuse rencontre du 24 octobre 1940, en introduction tout à l'heure je me suis trompé, j'ai parlé de la date du 22 octobre 1940, mais cette date n'est pas anodine parce qu'elle a un lien indirect quand même avec notre sujet du jour. Oui, le 22 octobre 1940 est une rencontre qui est bien moins connue et qui a été beaucoup moins médiatisée que celle entre Hitler et Pétain. C'est une rencontre qui est totalement passée inaperçue, qui voit Pierre Laval rencontrer Joachim von Ribbentrop. Donc, qui sont respectivement pour l'Allemagne et la France? Alors, Laval, il est président, Premier ministre en gros. Voilà, c'est l'équivalent d'un Premier ministre. Il est le numéro 2 du régime. Et Joachim von Ribbentrop est le ministre des Affaires étrangères. Et pourquoi se rencontrent-ils le 22 octobre? Alors, ils se sont rencontrés sur l'initiative d'Otto Abetz, qui est le gouverneur militaire de Paris, qui rencontre Laval et qui veut lui faire rencontrer Ribbentrop, qui est en transit par la France. Alors, ils vont à Tours, et de Tours, ils arrivent à Montoire-sur-le-Loir, où le fameux train America dont on a parlé, est en transit. Il se dirige vers
vers Andaille. Et là, Laval pour la première fois, rencontre Hitler, rencontre Ribbentrop. Et clairement, on voit un Laval qui est totalement fasciné par le personnage Hitler. Et Laval voudrait véritablement une collaboration pleine et entière entre les deux régimes. Ce qu'il exprimera bien plus tard, après une période de purgatoire. Hein. Il reviendra aux affaires en 1943 et il aura cette phrase, hein, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et donc, dans l'opinion publique, c'est Laval qui a le mauvais rôle. C'est Laval qui est le diable qui aurait manipulé Pétain. Sauf que la réalité est un petit peu plus, beaucoup plus nuancée. Donc, lors de cette rencontre entre les deux hommes, Pierre Laval et Joachim von Ribbentrop, il prépare la rencontre du 24 octobre, 2 jours plus tard, entre Hitler et Pétain? Il prépare la rencontre du 24. C'est-à-dire que la clé de la rencontre... Et c'était à Montoire-sur-le-Loir également? C'était à Montoire-sur-le-Loir. Donc, c'est pour les mêmes raisons qu'on a évoquées. C'est-à-dire que la peur panique d'Hitler d'un bombardement anglais, la possibilité d'aller se réfugier à Saint-Rémy. Sur le trajet entre Andaille et Berlin. Voilà. Et donc, c'est dans ce petit village qui, tout compte fait, va se trouver au centre de la grande histoire diplomatique de la France. En ce mois d'octobre 1940. Une toute dernière question, Cédric Delaunay. Donc, on a tous en image cette célèbre photo entre Hitler et Pétain. Elle est très connue en France. Tous les écoliers, tous les collégiens, tous les lycéens l'ont vue dans les manuels d'histoire. Est-ce que cette photo est également connue dans les autres pays européens, voire même aux États-Unis ou ailleurs? Non, parce que tout compte fait, l'impact politique de cette rencontre a été quasiment nul. C'est-à-dire que sur le sort de la guerre en lui-même, il ne s'est rien décidé. C'est vraiment de la politique intérieure française. C'est le début symbolique de la collaboration et du choix de la collaboration fait par la France de Vichy. Politiquement... Donc c'est plus une histoire franco-française. C'est de l'histoire franco-française. Et pour la petite anecdote, lors de son procès, Pétain dira qu'il ne lui a pas serré la main, mais qu'il lui a tendu les doigts. Qu'il lui a tendu les doigts et que ce n'était pas une vraie poignée de main. Alors, il y a eu souvent des défenses absolument pathétiques de la part des admirateurs du maréchal Pétain, qui ont prétendu qu'en fait, Pétain jouait un double jeu, c'est-à-dire qu'il aurait fait semblant d'être partenaire d'une collaboration avec Hitler, mais qu'en sous-main, en fait, il jouait le rôle du bouclier et que, de pair avec De Gaulle, il menait une action de résistance. En gros, il aurait eu Hitler, alors que, vous voyez, il était le bouclier, alors que De Gaulle jouait le rôle de l'épée. Donc c'est un mythe venu de l'extrême droite, hein, des extrêmes droites, pour tenter de cautionner l'action pétainiste et de réhabiliter. Dès les années 50, on voit ce travail de réhabilitation extrêmement puissant pour détruire l'image désastreuse de cette photo. Ce qui a bien entendu été totalement démonté par l'ensemble des études historiques qui ont pu être faites. Merci beaucoup Cédric Delaunay pour ce podcast aujourd'hui sur les grandes dates en région. Aujourd'hui on était dans le Loir-et-Cher à Montoire-sur-le-Loir pour la rencontre entre Adolf Hitler et le maréchal Pétain le 24 octobre 1940. Merci beaucoup Cédric Delaunay. Merci. Et merci Joachim Ekeiko. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.